bienvenue sur Mosaïque Cristal, émission spéciale aujourd'hui. La très grosse actu du jour, c'est la future implantation d'une gigafactory photovoltaïque sur l'Europole 2 à Ambach. 3 invités sont sur ce plateau pour en parler. Roland Roth, président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. Marc Zingrave, premier vice-président de la CASC et aussi conseiller régional. Et Arnaud Maty, directeur général des services de la CASC, DGS comme on dit dans le jargon. Et on va aussi être en liaison avec le CEO d'Elo Solis, Jean-Jacob Boumvikers, en direct de Versailles, où il participe au sommet Choose France. Je ne sais pas quand il va pouvoir nous rejoindre dans cette émission. En attendant, la première question elle est pour vous, Roland Roth. Adieu Rex Solar et bienvenue à Elo Solis. C'est un ouf de soulagement que vous attendiez depuis longtemps. Oui. Oh oui, bon, surtout qu'après la déception de Rex Solar, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller chercher des unités de substitution. Ça nous a réussi aujourd'hui. C'est le plaisir, celui que nous ressentons aujourd'hui, de celui ou de l'équipe. Je crois qu'il faut peut-être insister sur ce point aussi, qui a abouti après un travail acharné qui était à la limite de courte durée, mais qui a été très intense pendant des semaines. Et nous avons abouti à l'objectif que nous nous sommes fixés, et c'était le retour d'une entreprise du même style sur notre site à Ambach. Donc, ça, c'était vraiment une volonté, c'était rester dans la fabrication de panneaux photovoltaïques? C'est ça, oui. À un moment, d'ailleurs, nous avions fait l'inventaire des nombreux projets qui étaient à notre disposition, puisque nous en avions 9 en tout. Et sur ces 9, il y avait 3 projets photovoltaïques. Et notre assemblée, d'ailleurs les élus qui ont été réunis à un moment donné pour en discuter ensemble, ont unanimement choisi le fait de rester dans la même technique, dans la même, je dirais, thématique, en choisissant donc de revenir vers du photovoltaïque. Nous en avions 3 parmi les 9. Sur les 3, il y en a un qui a été écarté, le second est allé s'installer à Marseille, à Fos-sur-Mer, et celui que nous souhaitions réellement au départ a décidé de venir à Ambach. Donc pour nous, nous avons réellement atteint l'objectif que nous nous sommes fixés. Et pourquoi vous souhaitiez celui-là plus que les autres? Oui, pour plusieurs raisons. Je pense que le premier souhaitait, à nos yeux, plus acquérir une parcelle pour ensuite monter un projet sur lequel nous n'aurions plus eu de vision et je dirais plus de possibilité d'agir une fois que le terrain est vendu. Donc c'est une opération que nous ne souhaitions pas. Nous sommes partis sur la réalisation d'un projet et non pas d'une opération immobilière. Les 2 autres avaient des projets à disposition, mais au fil du temps, puisque nous avons travaillé avec les 2, nous avons eu un petit plus pour le projet qui est affiché aujourd'hui, parce que nous avons estimé qu'il était très sérieux. Les personnes qui en avaient la charge étaient des gens compétents, expérimentés déjà en matière de photovoltaïque, soutenus par l'Europe notamment, donc une société aujourd'hui qui a dans le dos le soutien de l'Europe, ce qui est pour nous une excellente chose. Et voilà, donc après ce sont des détails, mais nous étions, pour tout vous dire, au même niveau avec les 2 projets. Donc même en matière d'avancée par rapport à la décision finale, le projet Carbone est parti à Marseille il y a quelques semaines et nous étions d'ailleurs très surpris de l'apprendre.
C'est plus rassurant, vous parliez du soutien européen. Il y a ça, il y a aussi l'aspect, quand on parlait de REC, c'était au départ des capitaux chinois, finalement rachetés par des Indiens. Tout à fait. Mais bon, je crois que notre grande satisfaction aujourd'hui, c'est celle-là. Et si on compare effectivement au projet REC, là, nous sommes en Europe, avec des capitaux européens, une unité qui va s'installer sur le territoire européen avec une vision commerciale qui va donc s'étendre sur l'ensemble de l'Europe. Donc c'est un gros avantage, bien entendu, par rapport à REC, qui y avait des capitaux chinois au début, qui sont devenus indiens après, hein, et bon, on a vu comment ça s'est terminé. Malheureusement. Tout ça, ça signifie aussi qu'il y a eu beaucoup de rencontres, beaucoup de choses qui se sont faites dans les coulisses, en secret, beaucoup de travail de fourmi aussi mené au niveau des services. Est-ce qu'il y a des rencontres qui vous ont marqué? Est-ce qu'il y a eu des visites? Est-ce qu'ils sont venus sur l'Europol? Je crois que bon, il y a eu effectivement des visites, bien entendu, mais ça se passe assez progressivement dans ce genre de discussion. On a d'abord affaire à une seule personne qui est accompagnée éventuellement d'une deuxième, et puis quand on sent que ça accroche, hein, on a la visite de quelqu'un qui est peut-être encore un peu plus influent. Donc ça s'est passé de cette façon-là pour ce projet précisément, avec ensuite pour nous des réponses à des questions très précises. Est-ce qu'ils sont fiables, hein? Est-ce qu'il y a du sérieux derrière tout cela? Tout ça, nous l'avons testé. Nous avons même, à un moment donné, vérifié la relation qui existait entre cette équipe et puis notre État, hein, donc au niveau du gouvernement, hein, puisque bon, on a beau travailler sur un projet en interne sur le territoire, il nous faut à un moment donné des financeurs et des structures qui nous accompagnent. Nous ne pouvons pas travailler dans le sens inverse de la volonté d'un ministère, par exemple. Donc là aussi, ça s'est très bien passé, les choses ont évolué dans ce sens, et puis bon, de nombreuses visites et surtout de nombreuses questions tous les jours, quasiment. Ça, c'est un travail qui se fait au quotidien, sachant que le véritable atout d'un territoire dans ce domaine de négociation, c'est d'avoir une grande rapidité de réaction. Quand un investisseur pose une question, il faut savoir lui répondre et lui répondre très vite. Sinon, il se tourne vers d'autres horizons. Ça, c'était le travail notamment d'Arnaud, qui au quotidien était en contact avec eux et qui a la réactivité qu'il faut dans ce domaine. Alors si vous voulez bien, vous allez nous détailler ça dans un instant, mais je voudrais déjà avoir votre retour, Marc Zingrave. Vous, oui, dans toutes ces rencontres, dans tous ces échanges qu'il y a eu, qu'est-ce qui vous a marqué, en bien ou en mal? Qu'est-ce qui vous a fait peut-être peur à des moments? Non, je pense que ce sont toujours des moments passionnants. Un premier contact et puis d'autres contacts par la suite, parce qu'on a affaire là à des porteurs de projets européens qui arrivent avec leur culture, qui arrivent avec leur savoir-faire, avec une pratique linguistique aussi, souvent. Il faut projeter tout cela dans un univers européen qui est en concurrence, où les territoires sont mis en concurrence, les agglomérations, les villes, enfin tout le monde a son rôle à jouer. Et effectivement, nous avons pu, dans cette question, nous appuyer sur un travail très solide de nos services, auxquels il faut bien sûr rendre hommage, à une bonne collaboration entre élus, entre nous, mais aussi avec nos collègues concernés par la zone la plus proche, et puis aussi une bonne collaboration avec les services de la région, qui ont également cette compétence développement
économique. Et en tant que conseiller régional, évidemment, je suis très heureux d'avoir pu voir là aussi le suivi des services et d'avoir le soutien de notre président Franck Leroy. Et puis finalement de voir un petit peu comment tout cela se reporte ensuite, comme on l'a dit, vers des enjeux nationaux où nous avons, et c'est pour ça que ce projet Holosolis nous a beaucoup plu aussi dès le départ, c'est qu'il est un élément de stratégie nationale, mais aussi de stratégie locale. Pour la région Grand Est, par exemple, je suis fier qu'on ait pu obtenir aujourd'hui le plus gros site de ce type de production en Europe, hein, puisque à 5 gigas, le site qui se trouve en Italie est à 3 gigas. C'est clair qu'on va être un petit peu le fer de lance au niveau de la région Grand Est et de Sarreguemines-Limbach en particulier pour ce type de production. Voilà. Donc c'est surtout beaucoup de fierté et puis un rapport très humain malgré tout, parce que le porteur de projet a vraiment l'envie de s'inscrire dans le territoire. Il y a tout un ensemble de mesures qui vont impacter, et là je le dis en tant que maire de Sarreguemines, qui vont impacter les communes, et à commencer par la ville de Sarreguemines aussi, dans la vie quotidienne, en matière de mobilité, en matière d'accès à l'emploi, qui est toujours le nerf de la guerre, en matière de formation. J'ai été en charge d'enseignement supérieur pendant longtemps, évidemment ça va être extrêmement important, mais en matière d'apprentissage, tout ça, ce sont des compétences de la région aussi, et on aura nécessité à travailler avec la région, avec le département aussi sur certains points, avec tous nos partenaires. Et je pense que c'est un très beau projet parce qu'il réunit les acteurs qui peuvent faire le futur de notre territoire. Nous avons une chance. Pardon, je vous coupe. On va encore en parler au cours de cette émission, mais je crois qu'on a pu établir la liaison avec Jean-Jacob Boomwitchers. Bonjour, merci beaucoup de participer à cette émission. Je sais que vous êtes à Versailles et que l'emploi du temps va être un peu serré. Alors, vous vous en doutez bien, hein, tout le monde ici se ravit de cette grande annonce de l'implantation de votre méga-usine de panneaux photovoltaïques à Ambach. C'est un projet de très grande envergure. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le détailler ? Ah, on a un petit problème de son. Est-ce qu'on arrive à résoudre le problème? Parce que moi, je ne l'entends pas. Ah, je pense que nous avons un problème. Ah, ça y est, c'est bon, on vous entend. Allez-y, allez-y. Alors dites-nous, détaillez-nous un petit peu ce projet. Je ne pense pas que vous m'entendez. Si, c'est bon, allez-y. C'est bon. Parfait. Donc je suis content merci infiniment de m'avoir avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'être là. Nous avons travaillé de façon extrêmement étroite avec l'équipe de Monsieur Roth et de Monsieur Zingraf et de Monsieur Maty. Et cela a été un grand honneur pour nous pour choisir la commune de Sarreguemines et d'Ambach pour installer cette méga-usine. Alors cette méga-usine, concrètement, ça va être quoi ? Concrètement, ça va être une usine de panneaux photovoltaïques d'une taille de 5 gigawatts. Alors 5 gigawatts, pour le commun des mortels, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça représente 10 millions de panneaux photovoltaïques par an. Et si on estime à peu près 10 panneaux par foyer, ça représente 1 million de foyers que l'on rend indépendants énergétiquement tous les ans. Et cela, non seulement pour la France, mais par rapport à toute l'Europe, parce que votre emplacement à Ambach-Sarreguemines est très très proche de la frontière allemande et nous permet de rayonner non seulement sur la France, mais également sur les Pays-Bas, sur le Benelux, sur l'Allemagne, etc., etc. Alors tout cela va être mis en place par Holosolis, mais Holosolis c'est un tout jeune consortium. En fait, qui êtes-vous ? Alors c'est une très bonne question. Je suis heureux d'y répondre pour justement la population locale, parce qu'effectivement ils se disent qui est Holosolis. Holosolis, en fin de compte, est une société qui a été créée grâce à 3 acteurs majeurs, InnoEnergy, le groupe IDEC et TSE. InnoEnergy est un incubateur européen d'une société publique-privée, incubateur européen, qui jusqu'à présent, depuis 2010, a aidé à créer 180 entreprises dans l'énergie renouvelable et 500 produits nouveaux. Et principalement, il y a 3 ans, ils ont commencé à investir dans des méga-usines, dans des gigafactories, parce qu'on s'est rendu compte que c'était la seule manière de réellement réindustrialiser l'Europe. Et donc, InnoEnergy a une énorme expertise là-dedans, parce qu'ils sont à l'origine des 2 gigafactories principales d'Europe, celle de Northvolt en Suède et celle du groupe Verkor en France, qui va être installée à Dunkerque.
Ils sont également actifs dans la création d'une gigafactory d'acier décarboné qui se trouve à Fos-sur-Mer. Et nous sommes leur 4e entreprise, Holosolis. Et alors, vous le disiez, vous avez étudié les propositions, je crois, de 40 sites dans 6 pays différents. Alors, vous avez parlé du fait que Humbar est un peu au cœur de l'Europe, proche des frontières, mais qu'est-ce qui vous a fait choisir l'Europol 2 d'Humbar? Je suppose qu'il y avait d'autres arguments. Alors, effectivement, vous avez tout à fait raison. Nous avons regardé 6 pays et 40 sites à travers ces 6 pays. Et ce que nous cherchions, c'était un emplacement idéalement, on va dire, clé en main, comme celui de Sarreguemines, mais surtout avec une capacité d'avancer très très vite. Avancer vite est crucial. Pourquoi? Parce que nous faisons face à des concurrents chinois qui, en 6 mois, obtiennent les autorisations pour pouvoir obtenir un bout de terrain et construire une usine. Et en général, en plus, ils sont aidés énormément pour pouvoir développer ces usines par les gouvernements locaux. Donc, nous avons choisi le site d'Humbar, en grande partie à cause de la rapidité que nous pouvions avoir, les connexions à Internet, son emplacement, connexion au réseau électrique et au réseau de gaz et de l'eau, et surtout, une équipe que l'on a rencontrée qui était extrêmement professionnelle. Monsieur Roth, Monsieur Zingraf, Monsieur Mati et toute l'équipe également dans la région Grand Est ont été extrêmement professionnels, extrêmement réactifs, et c'est cela qui a fait la différence. Ils vous entendent en direct, mais alors vous avez choisi Humbar, mais est-ce que vous savez que vous avez aussi vous-même été choisi pour Humbar, que vous étiez vous-même en concurrence avec d'autres projets? Je le sais, et M. Roth a été très clair à propos de cela. Je pense que c'est une relation comme un couple qui se forme, parce que nous allons être ensemble pendant de nombreuses années, je l'espère, et donc nous avons besoin de communiquer et de travailler les uns avec les autres. Je pense que la communication que nous avons reçue de la part des équipes de la casque, elle est dans les deux sens et que nous avons, nous également, apporté des informations. Je pense que la communication a été très, très, très régulière et de très, très grande qualité. Ici, on est un petit peu échaudé. Du coup, je suppose qu'il y a eu beaucoup de questions qui vous ont été posées, notamment au niveau du financement. Alors concrètement, on parle de 710 millions d'investissements. Quel est le plan de financement et quels sont les montants d'aide que vous avez éventuellement pu obtenir ? Alors, effectivement, vous avez raison, vos chiffres sont corrects. Nous avons un investissement de à peu près 710 millions d'euros prévus pour la création de cette usine qui va fabriquer aussi bien des panneaux photovoltaïques que des cellules photovoltaïques qui seront mises dans les panneaux. Et nous allons devoir financer ça avec de la dette, avec de l'equity, c'est-à-dire des apports en capital par nos actionnaires, ainsi que nous avons également reçu des aides publiques. Pour l'instant, vous me permettrez de ne pas détailler ces aides publiques parce que, comme vous l'avez pu le constater, le gouvernement pour l'instant n'a encore pas annoncé des choses publiquement, bien que nous avons reçu toutes les garanties de leur part. Et nous, au niveau du territoire, quelles sont les garanties que vous nous offrez? Est-ce qu'on peut être sûr à 100% que ce projet va aller jusqu'au bout? On a eu des désillusions avec, avant vous, un projet mené par Rexolar. Qu'est-ce qui nous prouve à 100% que ça va se faire? Alors, vous savez, je connais bien la société REC, parce que j'ai, au début de ma carrière photovoltaïque, travaillé pour eux. J'étais le directeur général de Rexolar en France avant de partir aux États-Unis pour diriger Rexolar États-Unis. Et j'ai ensuite changé de carrière, changé d'environnement et j'ai travaillé pour les leaders chinois du marché. Le groupe REC a eu un changement d'actionnaire et leur nouvel actionnaire était un groupe indien. Et bien que je ne doute pas du choix de REC de vouloir s'installer à Sarreguemines, il y a eu, je suppose, une différence d'opinion ou de direction stratégique de leur actionnaire principal, un groupe indien qui souhaitait qu'il s'installe et qu'il se focalise sur l'Inde. Aujourd'hui, nous sommes un groupe européen. Mon objectif à moi, c'est d'installer des gigafactories photovoltaïques en Europe, en commençant par Sarreguemines, à travers laquelle nous allons rayonner à travers l'Europe. Donc, je peux vous garantir que mes équipes et moi-même sommes à 100% convaincus et 100% motivés pour faire en sorte que ce projet réussisse. Et l'idée, c'est d'en avoir combien après en Europe? Alors, la taille du marché photovoltaïque, madame, est colossale. Aujourd'hui, il faut imaginer que l'année dernière, il y a eu 60 gigawatts de panneaux photovoltaïques importés en Europe.
60 gigawatts de panneaux photovoltaïques, ça représente 18 milliards d'euros. Et 95% de ces panneaux ont été importés depuis des pays du Moyen-Orient, de l'Asie. Et donc, notre usine de 5 gigawatts, dans un marché qui va croître facilement à 100 gigawatts d'ici 2030, notre usine sera relativement petite. Et il faudra en construire d'autres. Et donc, moi, personnellement, j'ai l'ambition d'en créer d'autres, mais je souhaite également encourager toute autre entreprise qui se développe dans le photovoltaïque aujourd'hui, qu'elle soit en France ou à l'étranger, parce que nous aurons besoin d'être le plus de sociétés possible pour recréer un tissu industriel en Europe. Rappelez-vous que l'industrie photovoltaïque était une industrie américaine et européenne au départ, et nous l'avons perdue. Il est temps maintenant de la réapproprier en Europe, parce que ce qui est le plus important, c'est que nous devons avoir une indépendance énergétique, ne pas remplacer une dépendance du pétrole et du gaz russe pour le remplacer par une dépendance de panneaux photovoltaïques venant d'Asie. Aujourd'hui, l'Europe, la France, Sarreguemines, est tout à fait en mesure de créer des panneaux photovoltaïques ici. Nous n'avons pas besoin de les importer. Quelle est la dose de pollution, la dose d'énergie verte, à contrario, que vous pouvez utiliser pour créer ces panneaux? Parce que souvent, quand on parle des panneaux de photovoltaïque, c'est pour aller vers de l'énergie qui soit plus verte. Mais souvent, d'un autre côté, on dit que pour les produire, c'est une catastrophe écologique. Vous en dites quoi, vous? Alors, je dis que vous avez raison, suivant là où est installée l'usine. Si l'usine est installée à côté d'une usine à charbon, l'empreinte carbone des panneaux photovoltaïques va être très mauvaise. C'est ce qui se passe dans les pays d'Asie où la majorité de leur énergie provient d'usines à charbon. Par contre, la France a une empreinte carbone de 50 kg par mégawattheure. C'est, si je ne me trompe pas, 40 fois inférieur à ce qu'il se passe en Asie, en Chine particulièrement. Donc nous avons l'empreinte carbone la plus basse d'Europe, donc les panneaux photovoltaïques que nous construirons à Sarreguemines auront l'empreinte carbone la plus basse d'Europe. Une dernière question, parce que je sais que vous devez filer, que vous êtes particulièrement demandé aujourd'hui, mais qu'en plus vous êtes à Versailles et donc justement vous y êtes pour le sommet Choose France. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'y être et d'avoir l'annonce officielle par le président de la République aujourd'hui de cette installation à Ambach? Je pense que c'est un immense honneur pour moi, mais je pense également que c'est un immense honneur pour l'équipe de M. Roth et un immense honneur pour Sarreguemines. Et je suis très content d'être ici pour justement encourager le développement du photovoltaïque, en particulier à Sarreguemines. Donc je conclurai en disant vive la France, vive Holosolis et vive Sarreguemines. Merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission, cette journée si particulière. Un grand merci. On parlait avant tout cela de tout ce qui s'est passé dans les coulisses. Évidemment, il y a eu plein d'étapes avant d'en arriver à cette journée mémorable, je pense. Je crois que je vous ai rarement vu avec autant de sourires tous les trois parce que c'est vraiment une grande journée pour le territoire. Alors du coup, Arnaud Mathiez, racontez-nous un petit peu dans les coulisses quelles ont été toutes les étapes pour en arriver là. Alors, ce que l'on peut souligner en premier sur ce projet, c'est que les étapes dans les coulisses ont duré finalement peu de temps, puisque le président Roth a parlé effectivement de différents projets qui étaient en concurrence pour l'Europole 2. Et finalement, le projet Holosolis, c'est le dernier qui est rentré dans cette file d'attente au départ. C'était quand, du coup? C'était fin 2022, donc novembre-décembre 2022. Donc, ça s'est fait très rapidement. Et c'est vrai que c'est une particularité de ce projet, parce que généralement, quand un investisseur vient nous voir, on nous envoie un grand tableau Excel qu'on doit remplir, surface disponible, gaz, électricité, l'eau, l'assainissement, voilà des choses qui sont déjà chez nous de toute façon connues et auxquelles on peut répondre même dans la journée puisque nous avons l'habitude de répondre à ce type de sollicitations. Et là, on a bien entendu répondu à ces sollicitations, mais on a tout de suite eu un retour et tout de suite on a perçu un intérêt de la part de l'entreprise et généralement, une fois qu'on a répondu, qu'on est candidat, il y a une première étude qui se
fait pour savoir quels sont les sites qui sont vraiment conservés par l'entreprise. Et là, on a senti qu'on passait tout de suite à l'étape suivante, c'est-à-dire qu'on avait répondu à toutes les premières questions qui permettent d'être sollicités. Et même s'il y avait 40 sites, pendant que l'entreprise faisait sa sélection des 40 sites, on a senti qu'on parlait déjà aussi de questions qui généralement concernent le coup d'après et que l'entreprise était aussi dans l'anticipation, même si on aurait pu ne pas avoir ce projet, mais que l'entreprise s'était aussi quand même déjà rapidement projetée sur Sarreguemines, même si on sait qu'il y avait une concurrence sérieuse et qu'elle s'était certainement aussi projetée sur d'autres sites. Mais on n'a jamais eu de période non plus de silence. On a toujours eu des échanges et ça c'est aussi important parce que parfois on répond et puis il y a un mois de silence et on s'inquiète. Qu'est-ce qui devient ce projet? Est-ce qu'on s'intéresse toujours à nous? Est-ce que Sarreguemines les intéresse toujours? Et là il y a toujours eu ce dialogue et même quand il n'y avait pas de dialogue, M. Boom-Vickers était toujours attentif à nous dire cette semaine on n'a rien à vous demander mais vous inquiétez pas, on s'intéresse toujours à Sarreguemines, soyez rassurés. Donc il a toujours eu cette préoccupation parce que c'est souvent le stress quand on débriefe avec les élus, on se dit est-ce qu'on a des nouvelles? Quand M. Zingraf ou le président Rode viennent, c'est la première question du matin, c'est est-ce que vous avez des nouvelles du projet? Parce que c'est une des priorités de l'agglo et donc ce sont des préoccupations aussi qu'on partage finalement à peu de monde parce qu'il y a l'équipe du développement économique mais on est 2-3 à être dans la confidence à part les élus directement concernés, même s'il faut saluer le travail d'autres cadres de l'agglo qui s'investissent mais qui souvent travaillent sur un projet anonymisé, que ce soit pour l'eau, pour l'assainissement, ils fournissent des éléments qui sont essentiels pour la réussite du projet mais sans non plus savoir quelle est la destination finale. Donc aujourd'hui je pense aussi à eux, à tous ceux qui ont travaillé, qui savent aujourd'hui pourquoi ils ont fait tous ces efforts au quotidien. Parfois ça n'aboutit pas, là ça aboutit, donc c'est une récompense pour tout le monde parce que à l'agglo, finalement, c'est un peu comme une entreprise. Parfois, l'entreprise, elle fait des devis, puis elle ne décroche pas le marché. À l'agglo, c'est pareil, on répond pour attirer des investisseurs. Parfois, on ne les a pas, parfois, on les a. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est content pour le territoire quand ça peut aboutir. Et avec toute cette notion, évidemment, de secret. Marc Zingraf, vous le disiez tout à l'heure, vous avez œuvré aussi au niveau de la région Grand Est pour la concrétisation de ce projet. Est-ce que la région met la main à la poche ? Oui, bien sûr, mais comme l'a dit M. Boom-Vickers tout à l'heure, on n'est pas pour l'instant en mesure de communiquer sur ces montages-là, puisqu'il y a des règles à respecter. Les financements apportés par les uns et par les autres sont limités par les possibilités que la loi prévoit en matière de financement public. Donc pour ne pas empiéter là, sur les discussions qui ont lieu, je crois qu'il vaut mieux avoir la patience d'attendre un petit peu. Voilà, je crois que M. Boom-Vickers reviendra, comme il s'est engagé à le faire lui-même à un moment donné là-dessus. Mais voilà, on sait en tout cas qu'il y a une bonne entente entre les uns et les autres, c'est-à-dire que la région qui a discuté avec nous, qui a discuté ensuite avec le gouvernement, on a trouvé des éléments d'entente et surtout, contrairement à d'autres projets et d'autres expériences qu'on a pu avoir, on n'a jamais senti d'opposition, de réticence ou de frein, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau gouvernemental. Cette fois-ci, sur cette opération, on ne l'a pas senti et c'est tout simplement aussi, je crois, que la réponse est dans la stratégie de la région Grand Est, la stratégie de notre pays vers une industrialisation, vers une production plus verte, plus éco-responsable. Et il faut pour cela des projets. Et M. Boom-Vickers l'a dit tout à l'heure, il y a des chiffres à atteindre en matière de production en Europe pour le marché européen. Et c'est bien parce qu'on se cale de la meilleure manière dans ce plan qui nous dépasse d'une certaine manière, mais auquel finalement nous sommes fiers d'appartenir. Et je crois que là, on a vraiment senti qu'on était au bon moment, au bon endroit, ça a été dit aussi, orienté vers l'Europe et orienté vers l'éco-responsabilité. Voilà, donc ça nous permet d'être à ce jour souriant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et optimiste. J'ajouterais pour terminer sur ce point que M. Boom-Vickers, vous l'avez senti au moment de son intervention tout à l'heure, n'est jamais loin, en plus, de prendre en compte l'élément humain. L'élément humain sur le territoire, l'élément humain en ce qui concerne la communauté d'agglomération, l'élément humain en ce qui concerne l'ancrage sur le territoire et dans ce territoire. Et Dieu sait qu'on en aura besoin, puisque, comme on l'a dit, on va devoir actionner un petit peu toutes les forces vives du territoire pour amener des éléments de réponse qui vont être nécessaires. Alors, il y a eu toutes ces étapes pour en arriver à cette journée d'annonce, avec, vous le disiez, beaucoup de secrets, de mystères autour de tout ça, parce qu'on ne peut pas tout dire, et puis on est en lien avec différents porteurs de projets.
Mais quelque part, dans cette succession d'étapes, j'ai l'impression que l'étape de communication, elle a un peu fait flop, parce que normalement, ça devait être aujourd'hui à Versailles, que finalement, il y a des choses qui ont déjà fuité hier. Ça vous a déçu pour ce grand jour de communication ? Ça nous a déçus, oui, et d'abord ça nous a surpris parce que quand je me suis levé hier matin, j'avais déjà le premier message sur mon téléphone comme quoi l'info avait passé. Bon. Ouais, alors qu'on voit sur les images, vous, la conférence de presse, c'était ce matin. Voilà. Donc, pour tout vous dire, nous avions... je dirais une obligation de non-communication qui a été dictée par l'Élysée, notamment, qui prévoyait donc une levée d'embargo, puisqu'ils appelaient ça un embargo, cette nuit à minuit. Donc voilà, à partir de la nuit dernière, minuit, nous aurions pu éventuellement communiquer puisque l'Élysée avait à son propre niveau prévu de sortir un communiqué de presse. On aurait pu faire cette émission spéciale à minuit au lieu de la faire à midi. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu des fuites quelque part. Donc un premier article de presse et puis voilà, c'est parti. Donc et là on retient plus, bien entendu. Bon, au final, ce n'est pas grave, ça nous a frustrés, on n'était pas contents, on était mécontents du déroulement des choses, mais l'essentiel c'est quand même la décision en elle-même et le fait de pouvoir accueillir le projet sur notre territoire. Donc et le plus important pour notre territoire, ça va être qu'à la clé de ce projet, il y a la création de 1700 emplois. Est-ce que vous avez les infos concernant le plan de recrutement? Il va commencer quand? Il va se dérouler comment? Avant de répondre, on peut rebondir sur ce qu'a dit M. Baumvicaert. Si on s'est bien entendu, au-delà de la communication, ce qui a aussi séduit les deux parties réciproquement, c'est le pragmatisme. Donc au-delà de la communication, finalement, que ce soit du côté de la communauté d'agglomération ou de l'Olosolis, on est avant tout surtout content que ça se fasse et qu'on puisse passer à l'étape d'après, parce que cette communication, finalement, c'est qu'un élément qui va permettre dès cet après-midi de passer à l'étape d'après, qui est à savoir de mettre en place les groupes de travail qu'il faut pour avancer vite sur les procédures, sur tout ce qui précède la construction, en associant bien sûr, en n'oubliant pas tous les services de l'État, en préfecture, la DREAL et autres. Donc aujourd'hui, la communication elle est importante, surtout parce qu'elle déclenche l'étape suivante vers laquelle on va se projeter dès que l'émission est finie. Alors je comprends qu'il y a encore toutes ces étapes et on va en parler, mais à partir du moment où on communique, les gens, la première chose sur laquelle ils tiltent, c'est création d'emplois. 1700. Et donc, c'est pour ça que je vous pose la question, est-ce que vous savez déjà quand peut potentiellement commencer le recrutement et comment va se passer le recrutement? Est-ce que les gens de notre territoire vont être prioritaires ou est-ce qu'il va s'agir de faire venir des gens d'ailleurs? Est-ce que vous avez, parce que je suppose qu'à force d'avoir échangé avec eux, vous avez des infos? Oui, bien sûr. Nous avons des infos aujourd'hui. 1700, ça fait beaucoup. Je crois qu'il faut le reconnaître pour un territoire comme le nôtre, mais nous saurons faire. Alors nous savons aujourd'hui qu'il y a tout type de qualifications qui seront recherchées. Donc nous aurons besoin d'ingénieurs d'un haut niveau et qui sont bien formés dans ce domaine. Nous aurons besoin également d'un personnel qui est plus destiné à la conduite des lignes de production, par exemple, des personnes qui seront proches des lignes. Nous aurons besoin de personnes féminines comme du personnes masculines. Nous allons essayer, et je crois que c'est le gros challenge à l'heure actuelle pour nous, d'adapter la formation à la demande, puisque il s'agit là quand même d'un problème récurrent en France, c'est que on forme notamment des jeunes dans des territoires différents sur des thématiques particulières, alors qu'on n'est pas vraiment sûr d'avoir besoin de ce personnel sur place. Donc ce que nous aimerions faire, c'est cibler la formation de telle manière que
ce personnel puisse ensuite être utilisable par une maison comme Holosolis. Je crois que notre objectif, c'est celui-là. Nous avons un territoire de recrutement qui est quand même relativement large. Je le disais il y a une heure encore. Si on prend l'exemple de anciennement Smart, maintenant Ineos, le personnel qui y travaille est pour un tiers issu de notre territoire de la communauté d'Aglo, pour un tiers issu du territoire voisin de l'ancien bassin houillé, Forbach, Frémin-Merlebach, Saint-Avold, et l'autre tiers vient du Pays de Bitche et de l'Alsace-Bossu. Donc le territoire dans son ensemble est quand même relativement large et les taux de chômage ne sont pas les mêmes, notamment sur le bassin houillé comparé au nôtre. Il y aura de quoi faire. Et l'objectif premier me semble être celui de bien adapter la formation à la demande à venir. Et ça doit démarrer dès maintenant. Pendant les 6 mois qui viennent de nous précéder, une étude a été réalisée avec différents partenaires, notamment aussi le Pôle emploi, pour aussi confirmer à l'entreprise que dans un rayon à peu près de 35 minutes, puisqu'on raisonne plus en temps de déplacement qu'en kilomètres, la main-d'œuvre est nécessaire au fonctionnement de ceci est suffisante et elle est disponible aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui l'entreprise, bien entendu, s'est préoccupée aussi de ce potentiel de main-d'œuvre qualifiée et les réponses ont pu lui être apportées. C'est vrai que voilà, et l'expérience aussi de la population qui sait travailler aussi dans ces domaines industriels ont été aussi un atout pour le territoire. Finalement, l'ensemble de la population a contribué aussi à faire que Holosolis choisisse Ambar, puisque voilà, on a une population qui est reconnue comme sachant travailler dans l'industrie, sachant bien travailler dans l'industrie, et ça a été un atout. Tous les habitants de Sarreguemines ont contribué, peut-être sans le savoir, au succès aussi de ce projet. C'est une population qui, vous voyez, en ce qui concerne Ineos, s'est mise à l'anglais. Je pense là à ceux qui y travaillent. Après s'être mis à l'allemand sous les nécessités de Smart en son temps. Donc une population qui a cette biculturalité ou cette ouverture culturelle, linguistique, et puis dans ses habitudes de travail. Et puis on est aussi une petite ville universitaire. C'est une compétence de la communauté d'agglomération qui rejoint d'ailleurs une compétence de la région en matière d'enseignement supérieur, de formation, apprentissage, alternance. Et nous sommes en discussion avec les services concernés, les uns et les autres, avec l'éducation nationale aussi, pour ajuster et pour amener de la formation spécifique en ce sens, mais pas seulement, puisque, comme je l'ai dit avant, bien des endroits seront impactés. Nous serons à l'écoute de l'ensemble de notre terrain de l'emploi pour amener la formation qui est nécessaire là où elle est nécessaire. Et pas seulement d'ailleurs pour les plus jeunes, mais en matière de reconversion aussi. C'est important, puisque comme on n'est pas loin de certains chiffres en matière d'emploi et de plein emploi, eh bien, toutes les ressources sont nécessaires, y compris celles qu'on va attirer sur notre territoire. Mais il y a un énorme travail, c'est un très beau challenge d'ailleurs, avec nos partenaires, avec les établissements de formation du secteur. C'est d'ailleurs le moment de redynamiser un territoire comme le nôtre. On parle de baisse en matière démographique aujourd'hui, qu'on relève à bien des endroits. Le seul moyen, à mes yeux, de faire repartir cette démographie dans le bon sens, c'est d'apporter du travail. Et 1700 emplois, ce n'est pas négligeable sur un territoire comme le nôtre. Il va probablement falloir accueillir du personnel qui va venir de l'extérieur s'installer chez nous. Donc il faut prévoir également les logements qui nous permettent de les accueillir. Il faudra travailler en matière de mobilité. On va peut-être enfin l'avoir, le contournement de Sarreguemines. Tout à fait, vous en êtes où avec le département? Si j'ai dit ça, ce n'était pas innocent. C'est que, quelque part, oui, il y aura probablement nécessité de travailler sur la facilité de déplacement, surtout dans ce secteur-là, puisque nous connaissons tous les bouchons de la route de Nancy. Donc, c'est
le moment de repenser au projet de déviation. Alors, il y a plein d'étapes encore à franchir, vous le disiez, hein, vous allez vous y atteler avec les services dès cet après-midi. Concrètement, par rapport à ce qu'on a déjà connu, déjà vu, par rapport à REC, il va falloir reprendre l'enquête publique à zéro, redéposer permis de construire, etc. Oui, normalement, oui. Alors, avec une première étape qui est normalement la concertation publique, mais là, la communauté d'agglomération va épauler l'entreprise par rapport au dossier de dépôt en CNDP, puisque l'objectif va être de démontrer aussi que par rapport à une usine photovoltaïque, il y a déjà une acceptation de la population locale, donc peut-être que les procédures pourront être raccourcies. Et d'ailleurs, pour mémoire, les conclusions de la concertation publique qui avait eu lieu lors de REC ne retenaient peut-être qu'une inquiétude qui était l'actionnariat chinois. Aujourd'hui, finalement, cette seule réserve qui avait eu lieu pendant la concertation publique, elle est levée. On est sur un actionnariat européen et français. Donc, il y a moyen d'abréger ces délais. Et puis après, il y a des bureaux d'études qui savent accompagner l'entreprise pour monter un bon dossier et pour que ce dossier puisse être instruit rapidement. Et effectivement, là, l'entreprise pourra compter sur l'appui de la communauté d'agglomération qui instruit les permis de construire, même s'il sera délivré par le maire de Hambar, qui aura aussi un rôle important. Et puis, il y aura effectivement un groupe de travail qui sera monté avec les services de l'État, et notamment l'ADREAL, donc qui a déjà instruit un dossier, et donc normalement, ça pourrait aller beaucoup plus vite lors de l'instruction de ce second dossier. Il y aura quelques petites différences, mais mineures sur le plus gros du dossier. On reste sur l'essentiel. Bon, on pourrait qu'on était sur 4 gigas, là on est un peu plus grand, sur 5 gigas, donc peut-être un peu plus de lignes de production. Mais à l'échelle du projet, on va dire que ce sont des ajustements mineurs, et donc nous sommes confiants sur une instruction rapide. Alors du coup, si tout se passe bien, ça veut dire qu'on peut espérer un début de chantier de l'usine à quelle heure, à quelle date? L'année prochaine. L'année prochaine? Ok. Début de l'année, si tout va bien. Ouais. Et alors, on parlait des emplois, mais du coup, il y a les emplois de ceux qui vont travailler, mais il y a aussi, dans cette usine, il y a aussi sur le chantier, potentiellement un grand nombre d'entreprises locales qui pourraient être amenées à travailler sur le chantier. Il y a aussi les retombées économiques, parce que vous le disiez, ça veut dire aussi ça joue sur la démographie, ça fait venir potentiellement des familles, etc. Il y a aussi des sous-traitants qui pourraient être amenés à avoir un partenariat de longue haleine ensuite pour la production, pour la logistique, etc. Et puis, en retombée directe pour la casque, il y a au niveau imposition, mais au niveau surtout de la vente des terrains. Est-ce que vous avez fait un gigantesque calcul? Est-ce que vous avez une idée en termes de retombées économiques pour le territoire? Comment on peut calculer ça? Comment on peut l'estimer? C'est difficile à estimer à l'heure actuelle. Bon, les retombées seront très importantes. Puisque on a fait le calcul à l'époque avec REC à un moment où on avait tous les éléments pour faire ce calcul de façon correcte, un calcul bien ajusté. Ces éléments, nous ne les avons pas encore, mais on peut partir du principe que les retombées seront du même ordre que ce qu'on prévoyait au niveau de REC. Et c'était important. Donc, important n'est pas un chiffre. Ce n'est pas. Pardon, mais... Oui, ce n'est pas un chiffre. Bon, ensuite, on ne peut pas figer un montant non plus, parce que l'imposition dépend ensuite de l'activité de l'entreprise, qui d'ailleurs va démarrer en vitesse de croisière et puis va s'accélérer après coup. Donc chaque année, le retour vers la collectivité sera un peu différent, mais l'ordre de grandeur s'affiche en millions quand même. Puisque on parlait, si je ne me trompe pas, REC, c'était entre 4 et 5 millions d'euros de retour vers la collectivité. Et cette somme d'argent considérable servira à tout le monde. Je crois que c'est de l'argent qui va s'introduire dans notre budget, qui va nous servir à améliorer les services que nous rendons à la population et puis à faire les investissements que nous prévoyons toujours au profit de la population. Je crois qu'il faut voir les choses de cette façon-là.
la vente de terrain n'est pas forcément la plus grosse des recettes pour nous. Non, mais en revanche, ça serait peut-être quelque chose de rassurant, parce que j'ai envie de vous demander, est-ce que vous êtes sûr à 100% que ça va se faire? Parce qu'il y a eu une telle désillusion avec la triste fin au niveau de REC Solar. Là, effectivement, les terrains ne sont pas encore vendus. Est-ce que vous êtes vraiment sûr à 100%, complètement convaincu? On ne peut jamais être sûr à 100%, mais nous sommes extrêmement confiants. On vient de voir, nous avions à l'instant face à nous une personne très sérieuse qui me semble très compétente dans son domaine. Il y a une relation de confiance, d'ailleurs il l'a précisé, qui s'est créée entre lui, sa société et nous. Et à l'heure actuelle, je n'aurais aucune raison de douter, même si on ne peut jamais être certain dans ce genre de situation d'un écueil quelque part. Il se pourrait qu'il y ait effectivement au cours des mois à venir un point qui soit bloquant. Bon, on n'en trouve pas à ce jour. Je ne pense pas que ce sera le cas, mais bon, c'est vrai que c'est pour le jamais... moment, rien n'est signé. Oui. Voilà. Pour le moment, rien n'est signé. D'ailleurs, nous avons eu le nez fin avec REC, le nez fin dans la mesure où nous ne leur avons pas vendu le terrain à l'époque. Nous attendions une prise de position définitive, un accord définitif, avant de signer un acte de vente. Heureusement, parce que bon, nous avons gardé la main sur ce terrain, ce qui nous permet aujourd'hui de le vendre à quelqu'un d'autre. Si ça n'avait pas été le cas à l'époque, ça aurait été plus difficile aujourd'hui. Puis il y a des éléments de stratégie quand même qui sont très clairs et qui sont transparents. Monsieur Boomvikers l'a dit, il faut aller vite aujourd'hui. On a besoin de produire de l'énergie de manière différente, très rapidement. Et tous ceux qui, d'une certaine manière, étaient dans un intérêt pour ce projet, aujourd'hui, sont déjà en train de calculer ailleurs. C'est-à-dire que c'est une machine très importante qui sait qu'elle a un objectif à l'horizon 2030, 35, 40. Il faudra produire. Il l'a dit d'ailleurs, il y a un certain moment, on ne sera pas... Là, on est les premiers à ce niveau-là. On ne sera pas les derniers. Ça va continuer à se développer. Et je crois que c'est un élément de réalisme. On est dans une mutation sociétale en matière de production d'énergie. Et avec, d'une certaine manière, une pression dans le temps. Voilà. Et ça, je pense que tout le monde a vraiment intérêt à ce que très vite on puisse aboutir et avancer. Et je crois beaucoup à cette stratégie qui aujourd'hui se concrétise. Et c'est en raison de cette stratégie qu'on a eu tous ces soutiens jusqu'au gouvernement. Ce n'est pas de la philanthropie. Je pense que c'est un réel besoin en matière de stratégie nationale pour produire de l'énergie différemment. Et donc la Casques va prochainement passer sa première commande de panneaux photovoltaïques made in Ambach. Tout à fait. On attend de voir ça. Mais en tous les cas, merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette émission. C'est bien de pouvoir partager des bonnes nouvelles aussi. On aime beaucoup ça à Mosaïque Cristal. Merci beaucoup.